On va recommencer assez rapidement, peut-être condenser le propos pour rattraper un petit peu de temps, parce qu'on a un petit peu chassé, hein, c'est assez inévitable et difficile à contrôler. Donc voilà, je vous remercie de prendre place, de vous asseoir confortablement. Et on va tout de suite, sans délai, commencer à aborder ce sujet qu'on peut aborder par bien des biais et de bien des façons, qui est celui de la nature. On a choisi d'intituler ce débat « Le grand dehors ». Pourquoi ? Parce que c'est vrai que toute cette nature, tout ce monde naturel est à l'extérieur de nous, mais la question est de savoir ce que l'on a en nous, ce qui est à l'intérieur de nous, que nous pouvons mettre en regard avec cette nature impressionnante. Donc on va aborder ce sujet avec 3 écrivains, et c'est une chance inespérée pour moi de réunir 3 grands moments de lecture de cette année passée. Je vais commencer par présenter dans l'ordre alphabétique Kristen Kiefer, donc, qui publie Les Animaux aux éditions Albin Michel, dans la très belle traduction de Marina Borasso, pour dire 2 mots de ce roman très impressionnant et à la fois très original dans la manière qu'il a d'aborder ce sujet de la rédemption, le sujet de comment se faire oublier et comment le passé nous rattrape inévitablement. Il met en scène un homme, Bill Reed, que tout le monde apprécie, qui est considéré comme le sauveur des animaux. Il tient un refuge. Or, un jour, Bill Reed, qui semble promis à une vie tout à fait tranquille et très bien inséré dans sa communauté, va être rattrapé par le passé sous la forme d'un ami qui le retrouve, qui se signale à lui et qui apparemment a passé quelques années en prison. Et il semblerait que Bill Reed ne soit pas tout à fait étranger à cet épisode assez compliqué de sa vie. On va assister là à un roman où la nature, qui est au départ un écrin, va vite devenir un peu plus menaçante. Et il y a quelques scènes dans ce livre qui sont parfaitement inoubliables et on essaiera de les aborder. À côté de lui, Éric Plamondon. Éric Plamondon est un écrivain francophone, c'est un écrivain du Québec qui a publié ce magnifique roman qui tient à la fois du roman inspiré par le documentaire, l'histoire, mais qui est surtout qu'il faut pratiquement lire comme un thriller. Éric nous plonge dans des événements dont on peut encore avoir la mémoire, même ici, en 1982 ou 81. La première nation Mi'kmaq a été confrontée à des décisions du gouvernement québécois extrêmement liberticides, leur demandant d'arrêter finalement de pêcher le saumon comme ils le faisaient depuis un temps immémorial dans la rivière Restigouche. Évidemment, ils n'ont pas voulu se laisser faire tout de suite et on leur a envoyé 300 policiers qui ont eu un comportement pour le moins répréhensible à leur égard. Au travers de quelques personnages et de la prise de conscience de l'un d'entre eux, qui est garde forestier, on va assister à ce formidable élan de résistance et en même temps à l'implacable rouleau compresseur politique qui va se mettre en route pour essayer de bâillonner cette nation. Donc on verra avec lui comment l'homme, la nature coexistent, comment on peut parvenir à avoir un comportement tout à fait respectueux, et ce depuis un temps immémorial, alors que l'économie et la politique nous engagent à en avoir un tout autre. Et puis à côté, c'est un grand plaisir d'accueillir Gabriel Talent, qui a publié cette année, je pense que ça ne fait que vous connaissez déjà son nom, hein. Il est devenu presque instantanément extrêmement célèbre avec ce roman My Absolute Darling, donc publié chez Gallmeister, dans la très belle traduction de Laura Deraginski. Voilà, donc certains d'entre vous ont dû déjà le lire et découvrir ce personnage fascinant qui est Turtle, une petite fille qui vit sous l'emprise extrêmement toxique d'un père qui est survivaliste dans le nord de la Californie, dans un environnement naturel extrêmement riche, mais qui fait figure de personnage dans le roman. Et on va suivre l'itinéraire à la fois fascinant et terrible de cette petite jeune femme qui va essayer de se dégager d'une emprise et en même temps trouver sa voie dans un monde qui ne lui est pas toujours favorable. Voilà un très beau livre, et j'ai pour m'accompagner ce soir 2 complices, Sophia Slanides et Fabienne Gondran. Fabienne Gondran. Voilà pour
la présentation de nos 3 auteurs et j'ai envie de leur poser immédiatement une question qui me semble assez importante. Donc, la nature a toujours impressionné l'homme qui finalement lui montre assez peu de respect et continue de se comporter comme si le vivant lui appartenait. Peut-on aujourd'hui faire de la nature un personnage de roman sans dénoncer cette situation? On va commencer avec vous, Christian Kiefer. Me? Oh, me. Hello. What do I think? The American poet Gary Snyder has a conception of there being no nature, that nature is us, no matter what we try to do or how we try to build a life outside of it. And even there's a wildness to us, no matter how many jackets we put on. And it can't be escaped. And some of what I think we write about, not just us on the panel, but a lot of us writers, is that moment where the wildness bursts out, sometimes positively and sometimes violently. And some of what we do to be civilized is to rope that up and tie that up. And that helps create a sense of tension in the narrative that we can then play with and push against. Why did I have to go first? Oh my God. Le poète Gary Snyder a cette conception dont il a fait part, à savoir qu'il n'y a pas de nature. La nature, c'est nous, quoi qu'on fasse, et quand bien même on essaye de se construire une vie en dehors d'elle. Et je pense que on a beau se cacher sous des piles de vestes plus élégantes les unes que les autres, il y a quelque chose de sauvage entre nous auquel on ne peut pas réchapper. Et nous, écrivains, alors pas uniquement nous sur ce panel, mais nous, écrivains en règle plus générale, je pense qu'on essaye de saisir ce moment où cet aspect sauvage surgit, que ce soit de manière positive ou de manière violente, et on essaye de l'enrubanner dans une narration faite de tension, et on joue là-dessus. Et pourquoi c'est moi qui dois répondre en premier à cette question? Oui. Éric. Moi, je pense que, quand je parle du monde sauvage, en venant du Québec, en étant né au Québec, c'est vrai que je vois les forêts immenses qui sont très, très grandes, parce que le Québec, c'est assez facile. On a le long du fleuve Saint-Laurent, on a fait des champs, mais ça va vite quand on lâche chaque bord du Saint-Laurent. Je me souviens que la première fois que j'avais amené ma blonde chez moi de Donnacona, on était parti vers le nord, on avait roulé à peu près 1 heure, un peu moins de 100 km, puis on était arrivé à Rivière-à-Pierre. Puis après, c'est la réserve Port-Neuf. Puis j'avais dit, là, ici, c'est le dernier village. C'est la dernière maison. Après, c'est le reste du Canada. C'est de la forêt jusqu'au nord. Ça l'avait beaucoup impressionné, mais je n'avais jamais réalisé à quel point, effectivement, c'était grand. Et voilà, je pense que cette nature-là, ce sauvage-là, c'est pour les écrivains en général, quand on s'empare de ça, c'est un personnage. En fait, c'est quelque chose d'où tout peut surgir. Et moi, en écrivant Takawan, ça se passe en Gaspésie. C'est vrai que la Gaspésie est un peu plus peuplée par rapport au nord du Québec. Et je me souviens que mon plus grand, pas choc, mais je revoyais des films documentaires sur le développement de la Gaspésie dans les années 30, 40, quand le gouvernement du Québec voulait que ces grands espaces vierges soient colonisés, habités, parce qu'il fallait être plus nombreux et il fallait faire tourner l'économie, et d'imaginer pendant des années et des années ces colons qui arrachaient des souches, qui coupaient la forêt. Et on voit ça en vidéo encore aujourd'hui, c'est possible de voir. C'était vraiment presque violent de découvrir comment on avait pu arriver aujourd'hui à tous ces beaux champs de blé le long du fleuve, mais comment ça pouvait être avant. Et dans mes recherches pour Takawan,
c'est la deuxième chose qui me vient en tête quand on parle de la nature. Ce qui est terrible, je pense qu'on ne peut absolument pas imaginer ce que ça a pu être il y a 4 ou 5 siècles avant nous, avant qu'on se mette à couper du bois. Et je lisais, c'était John Cabot, un des premiers Anglais, est arrivé à Terre-Neuve, au Canada, dans ses récits de voyage, expliquait comment, à 30 ou 40 ou 50 kilomètres des côtes à l'époque, on savait qu'il y avait la terre parce qu'il y avait tellement d'arbres qui sentaient les épinettes et les sapins. L'odeur venait en mer sur des kilomètres et des kilomètres. Et eux autres, quand ils arrivaient dans ces terres vierges-là, pour aller visiter, partir dans cette wilderness-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils crissaient le feu pendant 2-3 jours, ils faisaient brûler la forêt, puis quand le feu était éteint, ils pouvaient partir visiter. Fait que ça, c'est le rapport de l'homme blanc avec souvent cette nature-là qu'on aime, qu'on aimerait pas avoir autant détruit. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Si, très bien. Peut-être que pour Gabriel, je peux un petit peu la compléter. C'est vrai que le projet, lorsque vous avez commencé l'écriture de ce livre, il y a quelques années, le premier projet du roman n'était pas forcément celui qui est advenu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Et c'était peut-être un livre qui devait porter de façon, je dirais, plus militante sur la nature, le réchauffement climatique et sur les conséquences de l'activité humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus qui vous a conduit à vous intéresser à cette question et puis ensuite peut-être à transformer l'écriture de votre livre? You're right. I did embark to, I set out to write a big environmental novel. I was inspired by James Thomson's long 18th century poem, The Seasons. And I was inspired by the idea that there had at one time been a loving description of the English countryside which transformed literature forever, which was widely read. I was deeply affected by the idea that we would care for wilderness as a place that was more than a stage for human events, that was something worthwhile and important in its own right. And I was grieved that we're losing these places. Bill McKibben, in his book, The End of Nature, argues that nature is important to us as an ideal, as a place that is larger than ourselves. And if we destroy enough of the world, if we build enough roads, if we change the temperatures of the globe, we will lose this larger than human place forever, because everything will have been despoiled and touched by us. I'm going to stop to allow Sophie to translate. Oui, vous avez raison, le projet initial était un roman très axé sur les questions environnementales parce qu'à ce moment-là, j'avais été très inspirée par ce poème du XVIIIe siècle de James Thomson intitulé The Seasons, qui était, à mon avis, un déclic sur le fait que les paysages américains ont transformé profondément et continuent à le faire, à informer la littérature américaine. La nature a une importance en soi et qui me semble-t-il, il faut respecter. J'éprouvais un chagrin immense de voir des espaces naturels détruits et au fur et à mesure voir que la nature se perdait comme un idéal, cet idéal qui doit rester plus grand que nous parce que si on construit trop, on perdra ça. And so I wrote Turtle as a part of this book because sexist violence has clear parallels, right? We destroy women because we fail to think of them as human beings worthy of our respect. And we destroy the world for very much the same reason. We fail to feel its importance. So I wanted to tell a story about taking these places seriously, about taking care. And as I was writing this, it changed to a story of a young woman learning to take care of herself. What began as a novel about taking care of my childhood streams and gulches and tide pools, which had meant so much to me, became instead the story of this young woman learning to care for herself when she was not cared for. And that seemed perhaps not a more important question, but a more urgent and personal one, so that's why it's changed.
Et pour moi, le personnage de Turtle, qui vit dans une violence misogyne et sexiste, est en fait emblématique de cette violence que nous infligeons à la nature. Considérer les femmes comme n'étant pas des êtres humains à part entière, c'est exactement la même démarche que celle qui nous fait commettre les violences contre la nature. Turtle, donc cette jeune fille, va progressivement dans le roman apprendre à se préoccuper et à s'occuper d'elle-même et de façon ultime à se réconcilier avec le monde qui l'entoure. Alors la raison pour laquelle mon projet s'est modifié, c'est simplement que pour moi la violence sexiste est devenue plus urgente. Alors la violence est très présente dans vos 3 livres, mais il y a aussi la question des relations avec le monde animal qui est posée de manière très différente dans chacun de vos livres. D'une manière très évidente chez Christiane Kiefer, puisque Bill s'occupe d'un refuge pour les animaux. Donc il s'agit là de porter assistance au monde animal. Est-ce qu'en aidant des animaux à survivre, on s'aide soi-même, Christiane? Sorry. It's good. Just keep starting with him. He likes it. I thought if I wore this blazer, I wouldn't have to actually talk very much. Wouldn't have to talk. Okay. Je pensais, je pensais qu'en m'habillant avec cette belle veste, je ne serais pas obligée de parler, mais visiblement, si. Yes. Okay. Another question? I think so. I read a book by a German-speaking, Estonian-born philosopher named Jakob von Uexküll. Sorry. Yeah, I don't know how to spell it either. And he was important to Heidegger. He wrote specifically about the ways animals perceive their world. He talks, for example, about a tick. You know a tick, yeah. A tick that will sit on a branch for months and months and months until it senses the lactic acid in a warm-blooded animal, and then it jumps down and burrows in and sucks its blood. And for the tick, waiting for that acid to pass is its entire existence. And he talks about dogs and flies and all kinds of animals. And one of the questions of the book, do you want to do this so far part? Okay. J'ai lu un philosophe de langue allemande d'origine estonienne, Jakob von Uexküll, qui a été très important pour Heidegger et qui a écrit les différentes manières dont les animaux perçoivent leur propre monde. Par exemple, une tique, sur sa branche perchée, attend qu'un animal au sang chaud passe et perçoit la présence d'acide lactique, saute, s'installe sur la bête et commence à sucer son sang. Et toute cette attente, c'est toute son existence. Et il a écrit comme ça sur les chiens, sur les mouches, sur plusieurs espèces. Oui. So then the question then becomes, if animals are uniquely, biologically, psychologically designed to live in a particular environment. Go ahead. Et donc la question qui se pose est de savoir si les animaux sont conçus spécifiquement de manière biologique pour vivre dans un environnement donné. Then, what exactly then is the human species designed for? In other words, on a biological, psychological, spiritual level, what is the meaning of our lives? Because animals are designed to survive in very specific and particular ways. And one of the conceits of the book, my book, is
is the character sort of coming to the understanding that if animals are designed to be a particular kind, have a particular kind of survival, then what is his survival skills and survival of what? Does that make any sense? I don't even know how I got invited to France. Et donc, si les animaux sont conçus pour vivre dans cet environnement donné, qu'en est-il de l'espèce humaine? Pourquoi et comment est-elle conçue biologiquement, psychologiquement, spirituellement? Et donc, quel est le sens que nous avons à donner à notre existence? Et l'angle que j'ai utilisé dans mon livre, c'est le personnage principal qui se pose la question: si les animaux ont été conçus pour embrasser un type de survie, quelle est ma boîte à outils à moi pour accéder également à ma survie? Later tonight, we're just going to do shrooms and talk about Jacob van Uxküll. It's going to be wild. Alors chez vous, Eric, la question de la relation avec l'animal se pose de façon totalement différente, puisque le saumon, en l'occurrence, c'est l'une des conditions de la survie de la communauté. C'est une question que vous avez creusée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Et ce qui va être l'objet de la révolte est aussi l'objet fondamental de la subsistance. Avec un respect profond pour l'animal. Donc voilà, on est là dans une interaction tout à fait particulière et séculière. Oui, alors, juste pour vous dire, donc on parle du titre Takawan. Takawan, c'est le nom que la tribu Micmac sur la réserve de Restigouche en Gaspésie donne. Ils ont plusieurs noms pour le saumon aux diverses étapes de sa vie. Le saumon générique en Micmac, c'est Plamou. PLAMU, mais quand le saumon, qui est assez grand à partir de 3-4 ans, part dans l'Atlantique pour grossir avant de revenir dans sa rivière natale et remonter à la source pour se reproduire là où il est né, au moment où il remonte, on l'appelle le Takawan. Donc, pour moi, le saumon, c'est d'abord cette métaphore du retour aux sources de l'histoire, de la colonisation, des violences actuelles, contemporaines, qui vont s'expliquer par tout ce passé-là. Et le saumon, voilà, fait partie de la culture, de la langue, de l'histoire des Micmacs, parce que ça fait 10 000 ans qu'ils pêchent le saumon dans cet endroit-là et qui font comme les Esquimaux avec les ours blancs ou les Indiens des plaines faisaient avec le bison. Le saumon sert à tout. On les arrête, c'est des aiguilles à couture. Quand on enlève la peau du saumon, on le recoue pour en faire des gourdes dans lesquelles on peut mettre de l'eau parce que c'est super étanche, la peau d'un saumon. Je ne le savais pas avant d'aller à Restigouche. Donc bon, il y a toute cette importance-là de l'animal qui est vraiment, en plus, qui est très bon, hein, parce qu'on en mange encore même aujourd'hui déjà. C'est le mets. Déjà, Cléopâtre se régalait de saumon, donc on peut imaginer que les Micmacs étaient quand même privilégiés de pouvoir manger du saumon quand ils voulaient. Et c'était surtout aussi qu'on pouvait le fumer, donc c'était la seule réserve de nourriture qu'on avait l'hiver quand le gibier se faisait rare. Le saumon séché, fumé, devenait vraiment une denrée encore plus importante. Et donc voilà, moi j'ai tiré à peu près tout ce que je pouvais comme fil autour du saumon, dans sa symbolique, dans ses légendes, dans son présent, puisque en 1981, le livre s'ouvre sur cette descente du gouvernement québécois sur la réserve indienne, où on dit aux Indiens, vous n'avez plus le droit de pêcher de saumon parce que vous mettez les réserves en danger. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Micmacs pêchent à peu près 3 tonnes de saumon dans la Restigouche par année, pendant que les chalutiers, au fond, loin dans le golfe Saint-Laurent, en pêchent 35 000 tonnes par année. Mais eux autres ne sont pas dérangés. Bref, ce saumon, ce Takawan, en plus, c'est pour moi, je dis souvent que mon saumon rouge, c'est un peu à la manière de Melville, ma baleine blanche. Alors chez vous, Gabriel Talent, okay. Je me suis posé la question de savoir si donner le nom d'un animal à un personnage principal de votre livre, en l'occurrence, était une manière de l'inscrire dans une relation très particulière avec la nature, presque viscérale. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé de cette manière-là ou c'était autre chose, peut-être
que la tortue recouvrait d'autres significations. So my protagonist has several names. Her legal name is Julia Alveston. Her father calls her Kibble, cat food, because when she's young, she's almost eaten by a mountain lion. And her grandfather calls her Sweet Pea, and she calls herself Turtle. I'm a big believer in names and in the power of names. And Turtle's identity is under attack. Her father presents to her a misogynist, dehumanizing vision of who she is. And so the book is about Turtle fighting for her own soul, fighting to articulate a different vision of herself, contravening the judgment of this person who means everything to her. And I thought in that project, a name that she has for herself, a private name, would be very meaningful. And she chooses Turtle because where I am from, turtles are very elusive, strange, mystical creatures, very, very shy, patient, and they give the illusion of introspectiveness, right, and their slowness. And that's something that I thought Turtle would value. Slow to action, thoughtful, interior, well protected. And turtles are aquatic, and Turtle herself loves sort of streams and pools and tide pools. Elle a beaucoup de noms, Turtle. Son nom officiel, c'est Julia Alveston. Son père l'appelle Croquette, parce que, entre autres, parce qu'elle a failli se faire croquer par un puma. Son grand-père l'appelle Mon petit pois de senteur. Et Turtle, c'est le nom qu'elle se donne à elle-même. En fait, ce que j'essaye de dire avec tout ça, c'est que mon personnage est fort en péril dans son identité même. Elle est complètement déshumanisée par ces violences répétées infligées par son père qui devrait justement être là pour la protéger. Elle se donne un nom à elle-même. C'est entre elle et elle qu'elle choisit ce nom de Turtle. Alors les connotations, bien sûr, on a l'impression que la tortue est un animal un peu mystique. Qui est très introspectif, en tout cas doué d'une grande patience, d'une certaine lenteur dans la prise de décision pour agir. C'est aussi un animal qui donne l'illusion d'être extrêmement protégé. Et enfin, c'est un animal qui aime l'eau, comme Turtle aime beaucoup les torrents et les points d'eau. Alors vous situez votre roman dans un écosystème remarquable, Mendocino. C'est quelque chose que vous avez vécu, expérimenté. Comment on le restitue en littérature, ce lieu tout à fait particulier, extrêmement riche? He's well versed in me. He did his homework. I started writing My Absolute Darling when I had left Mendocino. And I wrote from a rage of homesickness and a futile rage that we are losing these places. And, you know, these had been the creeks of my childhood. I had sort of spent my young years there looking for salamanders in the banks of streams and exploring places. They were deeply meaningful to me, and while I was writing My Absolute Darling, they recurred in my dreams, sort of having vivid dreams every night of the streams where I used to go. And so I tried to put my love of these places into the book to make these places appear as urgent and as vivid to you as they were to me. To make you feel my anger that we're losing these places, to make them have some claim on you as they do on me. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Turtle, j'avais déjà quitté Mendocino.
Mais j'avais deux formes de rage qui m'animaient. La première, c'était le mal du pays. Et la deuxième, c'était de voir dans quel danger ces lieux étaient, d'être perdus. Je faisais des rêves réguliers de ces torrents de mon enfance dans lesquels je farfouillais à la recherche de salamandres. Et j'ai voulu mettre dans ce livre à la fois mon amour du lieu et mon angoisse et ma peur qu'il soit perdu pour que vous les perceviez. Christian, are you ready? Okay. A few one. Quel moyen d'écriture doit-on mobiliser lorsqu'on choisit de faire ce qu'il est, semble-t-il, très difficile d'accomplir, à savoir d'écrire du point de vue d'un animal comme vous le faites, à savoir d'un grizzly aveugle? Oh my God. I'm sure it's very easy for you. Thank you. Special treatment. So the spiritual center point of the book is abruptly from the point of view of a grizzly bear for one chapter. And in all my outlines of it, it's exactly in the middle, and actually it's more toward the end when I actually wrote it all out. But I struggled really hard with how to conceptualize animal consciousness in human language. And there's no way to do it that doesn't create sort of a personification problem. Can you translate personification as a thing? Yeah. One of the things that I found, I went to the San Francisco Zoo, and I interviewed the large animal handlers who fed and cared for the grizzlies, and they showed me a grizzly skull there. And the grizzly's skull is about this much of it is nose, sinuses, and the skull is the rest. And once I sort of realized that and actually held the skull in my hands and understood something that I had read, which is that a grizzly can smell an elk carcass from many, many miles away, something like 4 or 5 miles away. They can smell an elk carcass. And I thought, okay, everything about the grizzly then is its sense of smell, and even blind grizzlies can sometimes get around okay because their sense of smell is so acute. They can find water, they can find food, they can do all of the normal survival things. And so once I figured that out, I realized that the first thing I had to do was remove myself from the normal writerly conception of, should you, yeah. Le point spirituel central du livre est écrit du point de vue du grizzly. Ça tient sur tout un chapitre qui est situé exactement au milieu du roman. Et j'ai eu beaucoup de mal à conceptualiser une conscience animale en langage humain. Je me heurtais au problème de la personnification. Je me suis rendue au zoo de San Francisco et j'ai discuté avec le responsable des large animals, des grands animaux, qui s'occupait lui du grizzly et qui m'a montré un crâne de grizzly. Donc un crâne de grizzly, c'est immense et ça a surtout un immense sinus. Et je me suis rendu compte en le tenant entre mes mains, chose que je savais déjà, mais je la voyais, qu'un grizzly est capable de sentir une carcasse en décomposition à quasiment 10 km de distance, et que son odorat est vraiment son point fort, et que quand bien même l'animal est aveugle, il est capable de sentir l'eau, de sentir la nourriture, et donc de trouver des moyens de subsistance. I think okay. Good. Did it seem like an Vous pouvez continuer, mon cher Christian, hein, si... Yeah. Oh, and then I have more to say. And so as writers, we describe
the world often in a very sight-driven way. Eric's the book that Eric's talking about, we don't have in English yet, but Gabriel's we do, and you have a visceral sense of the Mendocino, the tide pools and the creeks and the gulches and all that, and the damp fecundity of that world. And I think it starts with sight, and then you have touch, and sometimes we give a few smells in a text, but for me, it's not something I go to naturally. So to conceptualize the bear, I had to take away his eyes and his ears and give him a nose and lead the whole description of his world through his nose and his sense of smell. And once I figured that out, I thought at the very least I have a way to do it in a way that respects the bear, who has a name and a personality and who is a character in the book. And anytime, as with Turtle, anytime you're stepping out of yourself and into a character, especially a character very different from yourself, it's what you're doing across your soul and that character's soul is to try to approach them with some kind of, with a sense of respecting them as a being, even though they're fictional, but respecting them as a being. And I think we try to do that with the landscape and with the story and certainly with the characters. And I certainly try to do that with riding across that species line with the bear. En tant qu'écrivain, nous décrivons le monde essentiellement à travers ce que l'on voit. Vous parliez à l'instant des sensations viscérales que l'on ressentait dans ce monde des cynos chez Gabriel, ce monde fécond. On commence par la vue, parfois on glisse un peu vers le toucher, et parfois, ça et là, on donne quelques notions concernant les odeurs, mais chez moi, en tout cas, ce n'est pas du tout naturel comme démarche. Et pour parler de cet ours, je lui ai donné un odorat qui permettait de véhiculer sa perception du monde et qui, moi, m'a permis d'écrire de manière respectueuse sur cet animal à qui j'ai donné un nom, une personnalité, et qui de fait est devenu un personnage. Et le parallèle avec Turtle existe, c'est-à-dire que nous avons écrit des personnages qui sont très différents, très éloignés de nous-mêmes, et nous avons cheminé vers eux en respectant leur être, de même que nous respectons les paysages, les personnages et les animaux que nous décrivons, et c'est ce qui m'a permis, moi, de franchir la séparation entre l'humain et l'animal. Alors j'aurais une dernière question, parce qu'il faut qu'on rattrape un petit peu de temps malheureusement. Écrire, c'est agir d'une certaine manière, dénoncer une situation, dénoncer des abus et un empêchement tel que vous le dénoncez, Éric Plamondon, à l'égard des Micmacs. Est-ce que dans les deux cas, surexploitation d'un côté ou instrumentalisation de la nature comme lieu de loisir, avec les lobbies des chasseurs et des pêcheurs qui font pression pour que les Indiens perdent leurs droits et qu'eux en acquièrent de nouveaux, dénonciation d'une situation climatique qui brise les équilibres anciens. Est-ce que ces situations justifient la naissance d'un activisme politique qui peut devenir très violent? On voit ou en tout cas très séditieux. Je pense aux survivalistes chez Gabriel Talent, ou alors à un possible basculement dans la guerre civile, dans la résistance armée du côté des peuples spoliés. Gabriel ou Éric? J'imagine que chaque situation est très particulière. On voit ici l'exposition magnifique de photos dehors sur le North Dakota et ce qui se passe là-bas. Ce qui s'est passé en 81 au Québec, c'est de cet ordre-là, même s'il y a moins de monde, que ce n'est pas le même territoire qui joue. Mais oui, je pense que la désobéissance civile et la résistance, quand on pense qu'il faut agir, ça peut aller loin. Et dans le cas de cette histoire de Gaspésie, il faut savoir qu'après une seconde descente à l'été 81, des arrestations, des procès,
ça a débouché sur quelque chose de mieux pour les Micmacs de la réserve Restigouche qui ont réussi à récupérer les droits de pêche dans leur réserve par rapport au gouvernement fédéral, provincial, canadien. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été une victoire. Donc, il y a des fois où on doit aller jusqu'au bout de ses convictions. We should be environmentalists and not survivalists. Like many people say that they find Martin the abusive character in My Absolute Darling. They find the vision of the world that he presents compelling. But if that is true, then our response must not be to retreat from the world. It cannot be to withdraw from our political systems. It must be an engaged activism. And when we must be civilly disobedient. We have to fight for this world if we want to keep it. So no, not extreme. We are part of a state, and we should not withdraw from that. But we should fight to preserve these places. So no, not the way Martin does it, but. Je crois qu'il faut qu'on soit environnementaliste, mais pas survivaliste. Je garde les deux mots exprès pour le pendant. Martin, il est survivaliste et il se met dans une situation de retraite par rapport au monde, de retraite et de retrait. Et il me semble que non, il faut un engagement qui, bien sûr, peut comporter la désobéissance civile, tout en respectant le fait qu'on appartient à un État. Donc, survivaliste, non, environnementaliste, oui. Eh bien, merci à tous les trois. Je rappelle les livres autour desquels nous avons tourné. On a dû réduire un petit peu le débat pour essayer de regagner un petit peu de temps. Le merveilleux roman de Kristen Kiefer, Les animaux, dans la traduction de Marina Borasso, chez Albin Michel. L'excellent Takawan d'Éric Plamondon aux éditions Kidam. Et le non moins stupéfiant My Absolute Darling de Gabriel Talent chez Gallmeister, traduit par Laura Deraginski. Alors vous pouvez retrouver Éric et Christiane sur le salon du livre, là, dans les minutes qui suivent, et Gabriel et Sophie, Phil, au prochain débat, et moi aussi d'ailleurs. Merci.